Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. Le Crédit Agricole Alsace-Vosges au service de nos territoires et de ceux qui y vivent. Salut à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle heure de direct, comme chaque soir, sur Alsace 20. On va parler de beaucoup de choses ce soir, on va parler cinéma avec loin des multiplexes, des passionnés qui font vivre un cinéma de proximité. Ça se passe à Erstein avec un festival japonais au menu cette semaine. Son président viendra nous en parler dans cette émission. On va parler sport évidemment comme chaque lundi avec Sébastien Loeb, évidemment sur les routes des Vosges, c'était lors du rallye Vosges Grand Est de ce week-end. Du basket mais à 3 contre 3, du rugby mais à 7 contre 7 également, ça sent la fin de saison et puis on reviendra sur la folle saison des basketteurs de Grasshopper-Ofen avec leur coach Ludovic Pouillard. Et puis bien sûr, direction l'Alsace côté cuisine, ce sera avec Nicolas Riffel dans cette émission Le meilleur des cuisines et de la gastronomie alsacienne, comme chaque lundi soir. Tout ça est au menu de ces 60 prochaines minutes. On commence bien sûr comme chaque soir par les infos. Le JT est présenté par Anna Britz. Bonsoir à tous et à la une de l'actualité, le bac évidemment. 19 847 élèves ont planché en Alsace de 15 à 59 ans et des épreuves qui se déroulent dans une ambiance tendue puisque des enseignants dénoncent la réforme en cours du baccalauréat et de la loi Blanquer, et ont manifesté aujourd'hui. Et puis dans le reste de l'actualité, nous nous sommes intéressés au Refugee Food Festival. Il fait se rencontrer cuisiniers d'ici et d'ailleurs dans une dizaine de restaurants strasbourgeois. Est-il possible d'échapper au temps ? La morale est-elle la meilleure des politiques ? Reconnaître ses devoirs, est-ce renoncer à sa liberté ? Voilà quelques-uns des sujets de philosophie sur lesquels les 19 847 candidats alsaciens ont dû se pencher ce matin. Qu'en ont-ils pensé ? Cécile Motz et Martin Coel sont allés devant le lycée Jean Monnet les interroger. Ça s'est plutôt bien passé en fait, ça va. Ouais, c'était facile. C'était bien, c'était cool. Pour moi, ça s'est bien passé. On est tombé sur le temps, l'art et justice et droit et j'ai choisi le temps. C'était le travail divise-t-il les hommes. On parlait les lois de la nature et les lois du droit. Sauf que moi, j'ai compris que les lois de la nature, pour moi, c'était l'écologie, alors que pas du tout. Quand j'ai vu le sujet, j'ai directement bien aimé, puisque en fait, la veille, c'est le sujet que j'ai relu. Et du coup, c'était parfait pour moi. Et du coup, j'ai directement écrit ce que je pensais. Et franchement, ça s'est bien passé. Alors, qu'est-ce que tu vas faire cet après-midi ? Je vais réviser. Non, je vais réviser l'histoire. C'est surtout l'histoire géo demain qui me fait stresser un peu. On a histoire demain. Du coup, je vais consacrer cet après-midi pour les dernières petites révisions. Et les terminales n'étaient pas les seuls à plancher aujourd'hui, puisque cet après-midi, les élèves de première ont eu leur écrit de français. Au programme, selon les filières, une dissertation sur le plaisir des mots au théâtre, un commentaire de texte de Beaumarchais ou encore une écriture d'invention sur une citation de Lamartine. Et des épreuves qui se déroulent donc dans un contexte de tension côté enseignants. À Haguenau, Truchtersheim, Schiltigheim ou encore Strasbourg, beaucoup ont profité de ce premier jour de bac pour manifester contre la loi Blanquer et la réforme en cours du baccalauréat, qui devrait d'ailleurs entrer en vigueur en 2021. Plus d'explications, Martin Coel et Cécile Motz. Depuis des années, la formule est immuable. Un matin de juin, un peu avant 8h, les sujets de l'épreuve de philosophie du baccalauréat sortent des coffres. Les élèves de toutes les filières les découvrent et c'est parti pour 4 heures de travail. Mais dans 2 ans, finit le bac sous sa forme actuelle. Et cela ne fait pas que des heureux. Alors ce matin, pendant que les terminales du lycée Jean Monnet planchaient sur leur sujet, certains de leurs professeurs ont sorti pancartes et slogans pour manifester contre la réforme du bac et interpeller la rectrice de l'Académie de Strasbourg. Là, on a un bac en 5 jours. Bon, c'est sûr, il y a des épreuves EPS, langues qui se font avant. Mais là, pendant 2 ans, on va faire du bachotage pendant 2 ans, du bachotage, quoi. C'est-à-dire qu'on va avoir la première épreuve, genre partielle, et hop, on va acheter tout, et puis on va prendre la seconde, et hop, on va acheter tout, etc. Il n'y aura plus de continuité, en fait. On va vers un bac local, et un bac local avec beaucoup de contrôle continu, ça signifie un bac inégalitaire. Ça veut dire que le bac à Jean Monnet ne vaudra pas la même chose qu'un bac à Sturm, à Pontonnier, à Kléber. On aimerait interpeller sur ce contrôle continu qui va encore renforcer les inégalités. 40% de la note finale proviendra du contrôle continu. Avec un tronc commun et des épreuves de spécialité, le bac sera donc métamorphosé.
Il y aura plus de contrôles en cours de formation, donc plus d'épreuves étalées dans le temps sur l'année scolaire, des épreuves interne, donc une organisation davantage propre à chaque lycée. Moins d'épreuves terminales, donc peut-être moins d'épreuves, moins de faste pour ces écrits de fin d'année, même si l'épreuve de philosophie, l'épreuve reine, reste toujours encore reine en France. En juin 2021, pour valider le précieux sésame, les lycéens de terminale auront donc à réussir l'écrit de philosophie et un grand oral de 30 minutes. Les élèves qui viennent de terminer leur seconde se préparent déjà à ces changements. Un baccalauréat qui va être simplifié avec un tronc commun, des épreuves de spécialité qui compteront beaucoup puisqu'elles compteront pour un coefficient 16 chacune au baccalauréat et puis des options qui pourront être choisies en plus par les élèves. Et nous avons été extrêmement attentifs à accompagner les lycées qui ont un public plus fragiles ou qui sont plus isolés. Par exemple, ici au lycée Jean Monnet, il y a un poste supplémentaire dédié à la réussite pour tous. Et cette attention à la particularité de chaque lycée, c'est un moyen de mettre en œuvre cette réforme en finesse et, je crois, le mieux possible. La rectrice s'est dite ce matin ouverte à un dialogue avec les manifestants. Malgré l'appel à la grève devant les lycées, les épreuves se sont déroulées normalement en Alsace. Et pendant que les grands révisent, les plus petits se préparent aux vacances. Et avant la fin de l'année scolaire, les écoliers d'Alsace ont reçu ou vont recevoir un livre. Le nom de l'opération Livre pour les vacances. Elle est menée au niveau national pour la seconde année. Le but, renforcer le goût et la pratique de la lecture chez les élèves avant leur entrée au collège. Cécile Motz a suivi cette distribution à l'école élémentaire Schöpflin à Strasbourg. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. La raison du pouvoir est toujours la meilleure. Le loup et l'agneau, le cigale et la fourmi, le lièvre et la tortue, le corbeau et le renard. On a tous en tête une fable de La Fontaine. Eux en ont appris plusieurs au cours de leur scolarité élémentaire et vont pouvoir les réviser dès cet été. Les CM2 de l'Académie de Strasbourg bénéficient de l'opération Un livre pour les vacances, une page qui se tourne pour leurs professeurs. Les enfants lisent, mais la possession d'un livre qui leur appartient pour terminer leur école élémentaire, moi je trouve que c'est une idée à la fois très intéressante et qui a de l'importance pour eux. Ça va être le symbole de la fin de leur scolarité élémentaire. Et La Fontaine, c'est l'auteur universel par excellence. Je pense qu'ils vont garder ce livre précieusement et ils auront plaisir à le reprendre, à se souvenir des bons moments qu'ils auront passés pendant leur scolarité élémentaire. Pour inciter les élèves à lire, c'est un ouvrage illustré qui a été choisi. Les dessins humoristiques de l'artiste vosgien Vouch jouxtent les textes plus anciens de La Fontaine. L'autre symbole avec l'illustration cette année de Vouch, c'est de faire là un lien entre le patrimoine du passé, le patrimoine littéraire du passé, et puis la création, la créativité des illustrateurs contemporains. Donc c'est aussi pour montrer aux élèves qu'un ouvrage comme celui-ci, c'est certes un auteur du passé, mais c'est un auteur qui a toute son actualité et dont s'emparent des illustrateurs contemporains. Une invitation à la lecture, mais aussi une découverte du patrimoine littéraire français. Et dans le reste de l'actualité, connaissez-vous la cuisine afghane, géorgienne ou encore iranienne ? Eh bien, cette semaine, c'est justement l'occasion de les découvrir. Jusqu'à samedi se déroule le Refugee Food Festival dans une dizaine de restaurants et cantines strasbourgeois, mais aussi dans 14 autres villes dans le monde. Au restaurant Terroir & Co, c'est une réfugiée syrienne qui est au fourneau cette semaine. Romain Hirt l'a rencontrée. Passer des micros au fourneau, c'est le défi que se lance Nada. Journaliste de formation, elle est arrivée en France depuis la Syrie il y a 2 ans. Elle vit cette semaine une expérience inédite, cuisiner pour un grand restaurant strasbourgeois. Un essai qui porte ses fruits. J'aime travailler comme cuisinier parce que mes amis viennent chez nous et j'aime cuisiner pour autres personnes.
Oui. Mathieu, il m'a dit c'est joli, les blattes est très bien goûté. Laisser tester, c'est bien. Pour une cuistot novice, Nada ne semble pas désorientée. Du côté des cuisiniers, on s'active pour appliquer ces recettes et les reproduire à l'identique. Pour tout le monde, c'est la découverte de nouvelles saveurs orientales. Le finger fire, un plat à base de lentilles et de pâtes. Et le friquet, c'est des cuisses de poulet qu'elle a marinées au yaourt, des petites épices un peu secrètes, avec un peu de cumin, des baies roses. Et elle va servir ça avec du blé vert cassé. La barrière de la langue est au départ c'est un peu compliqué. Nada parle pas très bien français, mais vous verrez qu'en cuisine, on parle le même langage et c'est très intéressant. Un langage universel qui rapproche. Cette initiative est reproduite en France et dans le monde. Près de 150 restaurants dans 15 villes différentes participent au Refugee Food Festival qui suit ces 3 objectifs. Le premier, c'est de contribuer à changer notre regard sur les personnes issues de la migration forcée en valorisant leurs compétences à travers la cuisine. Le deuxième, c'est de participer à leur insertion socio-professionnelle. Et la troisième, c'est de faire découvrir des saveurs venues d'ailleurs, puisque la cuisine est un moyen universel de communication. Cet événement créé en 2016 aide à l'insertion des réfugiés. La plupart d'entre eux trouvent ensuite une formation ou un emploi dans la restauration. En attendant, il leur reste une semaine à passer en cuisine. De quoi profiter encore quelques jours de ces saveurs venues d'ailleurs. Après 2 ans de travaux, ça y est, les premiers passagers ont pu tester l'extension de la ligne E du tram à la Robertsau, du tram de Strasbourg. Donc 3 nouvelles stations de tram ont été mises en service ce matin, Jardinier, Mélanie et Robertsau-l'Escale, prolongeant ainsi de 1,6 km la ligne. Il faut désormais compter environ 15 minutes entre le centre-ville de Strasbourg et le terminus. 7000 voyageurs supplémentaires sont attendus chaque jour sur la ligne. Elle sera officiellement inaugurée ce samedi. Et dans les transports en commun à Strasbourg toujours, les femmes qui voyagent seules après 22 heures pourront dès ce soir tester l'arrêt à la demande sur la ligne de bus 24. Elle relie l'ancienne douane au Neuhof. C'est une expérimentation et elle vise à réduire et donc à sécuriser le trajet entre l'arrêt de bus et le domicile. Un bilan sera fait d'ici 6 mois et d'autres lignes pourraient être concernées. Et puis on part à Paris maintenant pour terminer ce JT. On va rencontrer Catherine Mig. Cette Alsacienne clinicienne du travail vient de publier un livre sur la souffrance au travail, en récoltant notamment des témoignages de psychologues, infirmières et médecins au contact des salariés. Nora Bouriois. Clinicienne du travail et consultante en management, Catherine Mig reçoit en consultation des salariés en souffrance et accompagne des cadres dans leur management. Dans son livre « J'ai mal au travail, parcours en quête de sens », elle raconte 6 prises en charge de patients et décrypte l'impact des activités professionnelles sur la santé mentale. Ce qui se passe quand on va pas bien, c'est qu'en fait, on est envahi par l'émotion de la difficulté et de la souffrance au travail et on n'arrive plus à penser ce qui nous arrive. Et ça, c'est le premier travail que je fais avec les patients quand ils arrivent chez moi, c'est de leur donner quelques clés de compréhension de ce qui leur arrive pour qu'ils puissent retrouver un pouvoir d'agir sur leur situation. Catherine Mig est psychanalyste depuis plus de 10 ans à Paris. Dans une autre ville, la strasbourgeoise a été présidente des ONG au Conseil de l'Europe, présidente du centre socio-culturel du Fossé des 13, conseillère municipale en charge des affaires sociales sous le mandat de Catherine Trautmann. Le travail est devenu très vite le fil rouge de son parcours professionnel. Creuser cette question du rapport de la personne humaine avec son travail. Si je veux résumer, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que ça fait à la personne humaine de travailler, qu'est-ce que ça lui apporte et qu'est-ce qu'il faut comme condition pour qu'elle aille bien, c'est-à-dire qu'on soit du côté de l'épanouissement de la personnalité, de l'identité et en même temps de la performance. Mais je suis absolument convaincue qu'on peut tenir les deux bouts, en fait, les deux dimensions. Selon Catherine Mig, le burn-out peut être lié à la surcharge de travail, au déficit de reconnaissance, à la souffrance éthique ou à l'isolement. Et pour elle, le collectif serait la solution. D'ailleurs, ce livre s'adresse aussi bien aux salariés qu'aux managers et qu'aux soignants. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent.
puis comme tous les soirs, c'est l'heure maintenant de l'image du jour, Oliviane. Strasbourg a beau avoir été classée ville la plus attractive de France par l'hebdomadaire Le Point, c'est bien Colmar qui est en ce moment la coqueluche de tous les blogueurs voyage et tourisme. Les Américains s'y succèdent et ne tarissent pas d'éloges, mais voilà que les Espagnols sont également victimes du syndrome de Colmar. Et le blog de Ruta en Familia n'est pas avare ni de compliments, ni de superbes photos. Retour en plateau et en direct dans ce 24 heures en Alsace. Merci beaucoup Anna pour ce JT. On va accueillir les invités de la deuxième partie de cette émission. Marine Zis pour parler cinéma et puis sport tout à l'heure. Et puis on va parler cinéma avec un festival japonais du côté d'Erstein avec Lionel Kapler qui dirige un cinéma associatif. On va en parler dans quelques minutes. C'est juste après la météo de Célia. Découvrez DS3 Crossback dans votre DS Store Colmar et Haguenau et au DS Salon de Saverne. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre météo de ce mardi 18 juin. On regarde tout de suite ce que nous réserve le temps. Et je viens avec mon lot de bonnes nouvelles en ce mardi parce que c'est du soleil pour tout le monde, notamment en ce mardi matin, un grand soleil prévu sur l'ensemble de la région transfrontalière avec des températures très agréables dès le matin, comptez 17 degrés sur la majeure partie du territoire alsacien, de Saverne à Mulhouse en passant par Colmar et Strasbourg et jusqu'à 19 degrés si vous êtes du côté de Wissembourg. L'après-midi, on garde ce grand soleil avec un temps un tout petit peu plus voilé si vous êtes du côté de Wissembourg et des températures qui grimpent, des températures très élevées, presque caliculaires en après-midi. Comptez 29 degrés, ce sera pour le nord du Bas-Rhin, jusqu'à 31 degrés du côté de Strasbourg ou encore de Mulhouse, 30 degrés si vous êtes du côté de Colmar et jusqu'à 33 prévu, ce sera pour Karlsruhe. On jette un petit coup d'œil sur vos prévisions de mercredi maintenant et on garde le soleil dans le nord. Dans le sud, ça se gâte un petit peu. Comme vous le voyez, grand soleil prévu sur l'ensemble du Bas-Rhin ainsi que dans le nord de la région du Bade-Württemberg. De la pluie, par contre, prévue sur le Haut-Rhin. Alors attention, ce sera quelques gouttes de pluie, pas des grosses rafales. Vous verrez quand même un petit peu de soleil. De la pluie également, quelques averses prévues dans le nord de la Suisse et des températures qui restent très clémentes. Jusqu'à 30 degrés mercredi au meilleur de la journée en Alsace, entre 28 et 30 degrés chez nos voisins allemands, jusqu'à 28 degrés également dans le nord de la Suisse. Mardi, nous serons donc le 18 juin et nous fêterons les Léonces. Le soleil se lèvera à 5h26 pour nous dire au revoir à 21h33. Voilà, je vous embrasse tous et je vous souhaite un excellent moment sur Alsace 20. À très vite. Découvrez DS3 Crossback dans votre DS Store Colmar et Haguenau et au DS Salon de Saverne. Et on va parler cinéma dans ce 24 heures en Alsace avec Lionel Kapler. Bonsoir. Bonsoir. Vous dirigez un cinéma, pas comme les autres, un cinéma associatif du côté d'Erstein, qui s'appelle le cinéma Amitié. Vous organisez en plus cette semaine un festival japonais. C'est quoi? C'est la preuve et l'image à l'image de l'hétérogénéité de ce qu'on peut proposer dans un cinéma comme ça. On peut faire des expériences, on peut tester des choses, on est libre de sa programmation. Oui, c'est ça. On a une équipe de salariés qui est au chevet et qui a nos petits soins en tant que bénévoles. Donc ils nous ont proposé cette semaine du cinéma japonais, occasion sur laquelle on a sauté. C'est un peu la grande inconnue parce qu'on ne sait pas du tout comment le public va réagir. Mais en tout cas, c'était un challenge pour nous à relever et on le fait avec grand plaisir parce qu'on a réussi à monter un certain nombre d'animations derrière. On va en parler dans un instant. Au quotidien, c'est un cinéma entre guillemets comme un autre. Vous avez 2 salles, des séances l'après-midi, des séances en soirée, des blockbusters, des films d'arrêt d'essai. Enfin, c'est une salle, un cinéma en modèle réduit. C'est effectivement 2 salles. On a une salle avec 200 places et une autre avec 180. On fonctionne comme un vrai cinéma professionnel. C'est un cinéma qui appartient à la commune, mais ils nous ont délégué la gestion de son fonctionnement. Et c'est vrai qu'au fil des ans, depuis sa création en 1984, l'association... Ça fait 33 ans quand même voilà, que ça dure. L'association s'est développée. On faisait 1 ou 2 séances par semaine au tout début. Et aujourd'hui, on propose 30 séances à la semaine, c'est-à-dire 15 séances avec 2 films à chaque fois. Vous accueillez, comme dit, une dizaine de séances autour de films, d'animation et de films du cinéma japonais cette semaine. Est-ce qu'il y a un trait caractéristique du cinéma japonais? Qu'est-ce qui vous a donné envie? On connaît surtout les films d'animation japonais. Qu'est-ce qui a fait tilt pour accueillir cette semaine? Déjà, c'est la proposition et la manière dont est concocté ce festival. C'est-à-dire qu'on nous a proposé une sélection de films. Il y en a un différent chaque soir, sachant que le dernier est un film mystère. Ça a beaucoup intrigué Marie. On pourra faire
ce choix-là de dire, même vous ne connaissez pas ce film-là? Mais c'est pour la curiosité. C'est une prise de risque quand même. C'est une prise de risque, mais du coup, on la partagera avec le public, on le découvrira en même temps qu'eux. Moi, c'est quelque chose qui me plaît énormément de pouvoir partager, parce que c'est aussi notre cœur de métier. C'est pas tout de diffuser, comme vous le disiez, des blockbusters ou des films d'animation ou des films art et essai. C'est vraiment d'être au contact de notre public, d'essayer d'être au plus proche de leurs attentes. Et à travers ce choix, là, pour revenir à votre question, le cinéma japonais est un cinéma très contemplatif. On est beaucoup dans l'émotion, et ça, c'est quelque chose qui me plaît énormément, parce que le cinéma aujourd'hui a tendance à l'oublier. On est plus dans la sensation plutôt que dans l'émotion. On a l'impression qu'il faut que ça bombarde, voilà. il faut de l'action en permanence. Il faut que les plans changent rapidement. Voilà, et avec ce type de film, on est en plein dans cette ambiance que moi j'aime beaucoup, parce qu'on prend le temps. Et si on pose. Voilà, par exemple, Senses, c'est un film-série qui est découpé en 5 épisodes. Vous proposez les 5 d'ailleurs. On propose les 5, pas le même soir, parce qu'il y en a quand même pour plus de 5 heures. Mais le réalisateur prend le temps d'aller à la rencontre de chacun de ces personnages. Et je peux vous garantir on a oublié ce rapport-là au cinéma aujourd'hui. On le trouve un peu dans les séries télé. Mais au cinéma, on a oublié ce rapport au personnage, à l'histoire, de prendre le temps de découvrir une situation. Et avec ce type de film, on a tout le loisir d'y revenir. La force d'un cinéma comme le vôtre aussi, c'est se dire on fait une semaine japonaise, mais on peut aussi faire des animations à côté, les bénévoles, il y a de l'expo photo, il y a de... Voilà, sur cette thématique, effectivement, on a une exposition photo qui se tiendra de mercredi à mardi prochain. Mercredi soir, on a un accueil en kimono. Donc là, on est sur le côté traditionnel du Japon. Et pour le film surprise, ce sera plutôt cosplay. Donc un autre versant plus moderne du cinéma. Et la cerise sur le gâteau, si je puis dire, c'est samedi soir, on a une dégustation de thé avec les Jardins de Gaïa qui viendront offrir une dégustation de 3 thés différents et puis expliquer un peu, puisque le film de la soirée en question traite justement de la cérémonie du thé. Donc là, on sera plus dans l'initiation à ce genre de pratique. On parle beaucoup des cinémas, mais souvent quand il y a des grands multiplexes qui ouvrent, il y en a 2 qui se font la gare à Strasbourg avant même d'avoir ouvert. Il y a un projet à Célestat aussi de salle multisalle. Les altermondialistes, ils disent un autre monde est possible. Vous, votre créneau, c'est un autre cinéma est possible. On peut faire du cinéma à Erstein, une ville de 10 000 habitants. Le cinéma qu'on propose a toujours existé. Il avait un peu disparu à la fin des années 70. Il est revenu au début des années 80. Comme je le disais, nous, notre objectif, c'est d'être au plus près, c'est de proposer un accueil presque personnalisé. On finit par identifier la plupart des spectateurs qui viennent. Donc on propose énormément de choses à l'attention du jeune public, des seniors également. Donc on thématise en fonction... Est-ce qu'on touche un autre public? Est-ce que c'est des gens qui vont pas forcément, qui sortent pas forcément de la ville, ou qui viennent des communes proches, qui vont pas forcément justement dans les multiplexes, dans les grandes villes? Ça, je n'irai pas jusqu'à dire ça, mais on a un public qui est très familial. Et les gens sont très attachés à la proximité. C'est comme si on fait une comparaison entre les épiceries et les hypermarchés. On est un peu dans ce rapport-là. Donc c'est presque un choix qui devient militant que de venir nous soutenir plutôt que d'aller voir un film dans un grand complexe. Après, chacun est libre de faire le choix qu'il veut, mais vraiment, nous, notre objectif, c'est ça, c'est de créer un lien. On a pris, par exemple, l'habitude sur le cinéma du patrimoine d'organiser une discussion informelle. Après, on offre un verre à boire et on rediscute du film, on reparle de l'histoire qu'on redécouvre, puisque la plupart des films qu'on propose ont 60-70 ans. Mais on est ravis de pouvoir avoir cet échange avec notre public, et c'est ce qui fait notre plaisir et notre force en même temps. Merci beaucoup Lionel Kapler d'être venu nous présenter ce cinéma Amitié. Ça se passe donc à Erstein, semaine japonaise, donc ça démarre mercredi soir jusqu'à mardi prochain. Et toute la semaine jusqu'à mardi prochain. Merci beaucoup d'être venu nous le présenter. Et puis on rappelle qu'il y a une vingtaine, vous êtes une vingtaine, il y a un réseau d'une vingtaine de cinémas indépendants, un petit peu près de pour certains 35, sur le même 35 dans la région, 35 sur le même modèle. Dans toute la région Alsace, peut-être près de chez vous. Regardez, il y a aussi des alternatives au cinéma et au multiplex. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Ce soir, on va parler sport avec Marine Zis dans un petit instant. C'est juste après cette page de pub. À tout de suite. Il faut dire la vérité aux gens tout le temps. Quand notre invité sport est un petit peu en retard, on passe Nicolas Riffel et le grain de sel avant, et on parle de sport juste après, en croisant les doigts très très fort pour que Ludovic Pouillard soit avec nous. Grain de sel et sport juste après.
Croustillez de plaisir devant grains de sel avec nos galettes de pommes de terre fraîches Traiteur Schneider. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est bien ici. C'est super calme, même les petits canards derrière, les oiseaux. C'est ça l'objectif, d'être déconnecté. C'est un peu ce qu'on a cherché à l'époque quand on voulait ouvrir un restaurant en famille. On cherchait tout un endroit pas trop loin de Strasbourg, on se sentait bien. Et je pense qu'on est pas loin du paradis, on va dire ça. Alors l'histoire de l'auberge, c'est quoi ici? C'était une guinguette où les gens venaient en barque, en vélo, venaient passer du bon temps. Et ça a été racheté par un boucher qui cherchait un atelier. Et quand il a vu le potentiel qu'il y avait, il a créé un restaurant. Et donc au fur et à mesure, les propriétaires sont succédés pour au final arriver à nous en 2012, en octobre. La famille Kuhn. Exactement, la famille Kuhn. Alors ici, on peut s'arrêter en bateau, tranquille, et venir manger. Ouais, c'est ça, c'était le but un peu qu'on perpétue un peu cette tradition, les gens qui venaient en barque, en vélo. Et on s'en sort pas trop mal. Ouais. C'est une vraie histoire de famille. C'était le but, parce que tout, je pense, père espère un jour, quand on fait quelque chose, que derrière ça suive un peu. Ouais. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, j'essaye un peu de laisser le gouvernail aux enfants. Et tu y arrives? Oui, j'y arrive, de plus en plus. Et pour la partie cuisine, Thibaut, on mange quoi à l'auberge? On fait du traditionnel. On fait une cuisine, ce que j'appelle d'auberge, c'est-à-dire un peu comme mon grand-père faisait à l'époque. Beaucoup de viande en sauce, de bouche à la reine. On fait des viandes maturées aussi. D'accord. On fait vraiment, pour travailler quelque chose de local, on essaie au maximum de local et vraiment s'inspirer des têtes de veau, des pieds de porc panés, etc. Vraiment quelque chose, voilà. C'est pas le bistronomique, c'est vraiment le traditionnel, quoi. C'est de chez nous. Parce que j'ai souvenir, comme dit, de mon grand-père dans la cuisine, qui fait ses bons petits plats, bar restaurant, voilà, avec les bons trucs. Et convivial, parce que c'est toute la convivialité. Et voilà, et quand les gens me disent ouais, ça me rappelle les plats de ma grand-mère, des trucs comme ça, je suis super content. Même des anciens qui me disent ouais, ça me rappelle les plats de mes arrière-grands-parents, voilà, c'est super bien, quoi. On va en cuisine maintenant? Allez, c'est parti. On va petit manger tartare quoi? de thon. Okay. Tartare de thon, sympa. À tout à l'heure, garçon. À tout. Alors on va faire un tartare de thon. Ouais. Thon albacore, pas les thons rouges. Okay. Parce que le thon rouge, c'est une espèce un peu protégée, c'est important, c'est assez cher. Là, c'est quelque chose que les gens peuvent reconstituer chez eux. Okay. En plus, avec moutarda et l'or, donc quelque chose de local. Wasabi. Wasabi. Et voilà, comme tu sais que ça me tient à cœur de faire des trucs japonais, etc., tout ce qui est un peu asiatique. Je aussi, on part là-dessus, quelque chose de frais, quelque chose de sympa. Super. C'est parti. On y va? Allez. La moutarde, wasabi. C'est pas fort. On va mettre notre jaune d'œuf. Donc là, un peu d'huile de colza. Colza, plus sympa. Au cas où il y a des gens qui sont allergiques aussi. Vous pouvez aller un petit peu plus vite, ça nous arrangerait quoi. Hein. Ouais, bah oui, écoute, heureusement que j'ai pas 1 kilo à faire. Hein. Et voilà. Elle est prête. C'est beau, hein? Ouais, c'est joli, ça fait une jolie couleur. Donc là, maintenant, on va couper le thon. On va faire des petits dés de thon en fait. Donc ça, comme dit, hein, les gens, ils peuvent faire chez eux avec ce qu'ils veulent, du saumon, etc. Donc là, on a pris de la sauce soja, tout simplement. Hein. On va la faire réduire, en fait, on va la faire un peu sirupeux comme ça. Ouais. On va mettre une petite touche sur l'assiette pour apporter un peu de sucré salé, en fait. D'accord. Donc on va le mettre tout simplement là. On va laisser un peu réduire. En même temps, on va mettre les graines de sésame à torréfier. J'ai pris de l'huile d'olive de Kalamata. Okay. C'est une huile de ultra haute qualité en fait. On utilise ça dans les étoiles, etc. C'est vraiment une huile qui est top. Donc on va mettre un petit peu de ça. Et du poivre de Timut aussi. On a fait des petits pickles en fait de choux. On a mis un peu de colorant alimentaire. Donc c'est à base de menthe. Pas de soucis, pas de problème d'allergie ou quoi. Du vinaigre blanc, du sucre, de l'eau et du sel. Et voilà, quelques baies de genièvre, un peu de badiane et on est parti. Voilà, un petit trait. Donc on va bien passer ça. Ensuite, on va mettre les petites pointes de wasabi, donc le wasabi qu'on a mis en poche avec une petite bouille. Donc on va mettre des petites points comme ça. Voilà, on va mettre nos petits pickles. Donc j'ai pris un petit avocat pour la déco. On va mettre un petit peu de pavot comme ça fait une petite déco sympa. On va mettre un petit pickles vert. Voilà, des germes de poireaux, des germes de betterave, on va mettre un peu de rouge. On a le sésame qui est un peu torréfié et la petite fleur de lavande. Maintenant, on va déguster ça. À fond. Allez, hop, je te suis. C'est parti.
Cuisiner créatif avec Traiteur Schneider, spécialité alsacienne fraîche, à retrouver dans votre magasin habituel. Et c'est l'heure du sport sur Alsace 20, c'est tous les lundis soirs et c'est avec Marine Zis. Au programme de ce soir, du plongeon, du squash également, mais aussi du rugby à 7 et du basket à 3, mais aussi du basket classique avec, on l'espère, le coach de Gries Oberhofen qui devrait arriver, il est en route. On espère qu'il n'est pas dans les bouchons et qu'il va pas trop tarder, Mathieu. Hein. On y croit, j'y crois toujours. Vous êtes optimiste, Marine ? Très, il faut. Eh ben, nous sommes optimistes. On commence par du rallye par contre. Allez, on commence par du rallye, c'était l'événement de sport de ce week-end. Ça se passait vendredi, samedi et dimanche dans les Vosges. Ça faisait tout simplement 6 ans que Sébastien Loeb n'était pas venu sur les routes depuis le rallye de France en Alsace. Sébastien Loeb qui était du coup de retour tout près de chez lui, aligné au rallye de Vosges Grand Est. Départ et arrivée, c'était à Gérardmer ce week-end. Sébastien Loeb évidemment sur Hyundai cette saison sur la i20. Le nonuple champion du monde a été l'attraction ce week-end avec beaucoup de monde sur les routes vosgiennes venues de toute la région. Vous voyez au rendez-vous et Sébastien Loeb qui a jonglé pendant tout le week-end entre la course sur la route, le débrief avec son équipe pour préparer sa voiture et puis les nombreux selfies et les nombreux autographes qu'il a signés, toujours aussi populaire. Le champion du monde alsacien est venu un petit peu tâter le terrain. C'était une espèce de répétition générale pour lui avant la fin de la saison. Écoutez-le en pleine entre deux spéciales dimanche matin. Globalement, pas de problème. La première spéciale piégeuse, difficile, beaucoup de changements d'adhérence. Donc voilà, mais bon, ça s'est bien passé. La deuxième était un peu plus sympa, donc on a pu attaquer un peu plus fort. Il y a beaucoup de monde. On voit bien que les spéciales sont retardées souvent au départ parce qu'il y a du monde. Donc c'est sympa pour le rallye, en tout cas pour la région. Sébastien Loeb qui était venu travailler cette fois dans les Vosges, il a profité de ce rallye. Alors lui, il n'est pas engagé en championnat de France, il était engagé en championnat du monde sur Hyundai, mais pas dans toutes les manches du championnat du monde. Il n'était pas en Sardaigne du coup ce week-end, mais du coup venu peaufiner les réglages puisqu'il ne participe pas à toutes les manches. Début de saison mitigé en plus pour l'instant pour Hyundai avec un seul podium pour Sébastien Loeb. C'était une 3e place au Chili il y a quelques semaines. Sur les autres courses, ça s'était moins bien passé. 4e au Monte-Carlo, 7e en Suède, 8e encore, c'est 20e au Portugal après une casse mécanique il y a quelques jours. Au programme de ce rallye Vosges Grand Est, 10 spéciales. 6 dans des conditions assez pluvieuses samedi, 4 un peu plus sèches dimanche. La Hyundai de Loeb qui a évidemment remporté les 10 spéciales en jeu. Les 10 scratchs étaient pour lui. Au classement général, il s'impose avec plus de 4 minutes d'avance sur Johan Roussel et quelques zones de plus sur William Wagner, un jeune pilote de son écurie, Sébastien Loeb Racing. En tout cas, sur le chrono, il n'y avait pas de mystère. Sébastien Loeb avec sa voiture en double de WRC avec quasiment 100 chevaux de plus que le reste de la concurrence. Mais en tout cas, week-end plutôt fructueux, week-end de travail, de tests et d'essais plutôt réussi pour l'Alsacien. Écoutez-le. Il y a toujours du travail sur les voitures en championnat du monde parce que tout le monde continue à travailler et à évoluer. Donc on sait que l'aéro, c'est un point qui joue beaucoup maintenant et on sait qu'il y a des concurrents qui ont vachement bossé leur aéro. Donc c'est un des points qu'il faut qu'on travaille. Après, globalement sur l'asphalte, je pense qu'elle a bien progressé. C'était pas la référence il y a quelques temps. Elle est plutôt bien. Quand c'est glissant, on a encore un peu de sous-virage et tout, mais sur le sec, elle est plutôt vraiment bien. Et la suite du programme pour Sébastien Loeb, on ne sait pas. Le championnat du monde des rallyes reprend au mois d'août du côté de la Finlande. Pour l'instant, la Hyundai n'est pas encore inscrite. On verra ça au fur et à mesure de l'été du côté de Sébastien Loeb. On va parler de squash, Marine, avec des Mulhousiennes, championnes de France. Oui, ça se passait ce week-end du côté de Bordeaux. Les filles du Mulhouse Squash Club ont remporté le championnat de France. Elles sont donc championnes de France par équipe. C'est le 8e titre du club en 10 ans. Elles ont remporté en finale ce samedi Créteil 3-0. Et puis le club a failli faire un doublé ce week-end puisque les hommes ont joué juste derrière elles, mais ils se sont finalement inclinés face à Montpellier 1-3. Et j'en profite pour vous montrer quelques photos bien sympas où les joueurs finalement sont quand même assez souvent collés en squash. Collés serrés. Il y a un Alsacien qui était aussi sur les pistes. Lui, ce week-end, c'est Tom Dillman au 24 heures du Mans. Ça s'est malheureusement pas très bien passé, Marine. Oui, c'était pas facile pour lui en tout cas. Il a rencontré pas mal de problèmes techniques, notamment sur la compétition. Des fuites d'eau d'abord au niveau du bloc moteur, puis un problème au niveau de la boîte de vitesse. Et avec ses coéquipiers, il a donc été contraint d'abandonner au début de la nuit. Il se dit frustré, mais c'est quand même une belle expérience pour l'Alsacien, Mathieu.
Il y en a un qui a gagné, lui, ça s'est beaucoup mieux passé, mais la tête en bas, il s'appelle Gwen Dalbiche, fait du plongeon. Oui, il fait partie du team Strasbourg. Regardez ses photos. Il a 20 ans, il est devenu champion de France 2 fois. Champion de France de plongeon, donc à 1 mètre et à 3 mètres. Prochaine étape pour lui, les championnats du monde en Corée du Sud du 12 au 20 juillet. Et une dernière photo qui vous a fait plaisir, Marine, je sais qu'elle vous a plu, celle-là. Oui, c'est une victoire main dans la main. Regardez l'image, ça se passait du côté du marathon des Vignobles. C'est 2 femmes en fait qui ne se connaissaient pas au départ de la course, qui ont discuté ensemble quand elles couraient. Elles se sont dit on va faire le marathon avec le même chrono, pourquoi pas le faire ensemble. Et puis finalement, à quelques mètres de la ligne d'arrivée, elles se sont dit on va le faire main dans la main. Et puis elles l'ont fini en 3h23. 3h23. Même dans mes rêves. Elle s'était fixé 3h20, c'est pas mal pour finir 3h23 à 2. Allez, on va parler rugby avant de passer au basket dans un petit instant avec Ludovic Pouillard qui est arrivé. Juste petite page rugby d'abord, ça je vous emmène du côté d'Ilkirch, ça se passait sur le terrain du Krieg. Regardez ces images de Vincent Bessières. Rugby à 7, c'est la fin de saison, on passe du 15 au 7 avec les 7 Series, 3e étape qualificative pour les finales du championnat de France avec différents clubs alsaciens et de tout le Grand Est. C'était la seule étape d'ailleurs alsacienne pour les moins de 16, les moins de 18, les seniors et les féminines. Pas beaucoup d'équipes malheureusement sur le plateau pour faire le nombre en cette fin de saison. Le rugby à 7, c'est la partie olympique du rugby qui était au Jeux de Rio en 2016. Les touches se font à 3, les mêlées également se font à 3. Ça s'est moyennement passé pour les clubs alsaciens. Dans ces 4 catégories, seuls les moins de 18 de Strasbourg ont arraché leur billet et leur qualif. Donc pour les finales nationales, ça se passera, les Strasbourgeois, ça se passera du côté de Montpellier dans une quinzaine de jours. En tout cas, ça sent la fin de saison du côté du rugby pour ces différentes équipes qu'on retrouvera bien sûr à la rentrée avec le Strasbourg Alsace Rugby, notamment la nouvelle émanation du club. Je vous propose justement d'écouter les rugbymen à l'issue de ce tournoi. On a terminé les championnats et vu que c'est la fin de saison, on fait du rugby à 7, c'est un petit peu, c'est une ambiance cool quoi, c'est tranquille, on est entre clubs, on retrouve les potes d'autres clubs, de Strasbourg, Ilkirch, etc. Ça nous apporte une condition physique, ça nous apporte aussi un côté plus jeu, puisque c'est beaucoup plus, et on porte beaucoup plus la balle que dans le rugby à 15. Après c'est sûr, c'est plus pour des profils deuxième, troisième ligne, et centre, et les 3 carrels quoi. C'est sûr que les piliers ils sont pas forcément dans leur meilleur jour ici quoi. Au rugby à 15, on va toujours être dans l'avancée. Au 7, on prend la balle, on recule, on regarde où est-ce qu'il y a des espaces, où est-ce qu'il faut mieux jouer, comment il faut le faire. Donc je trouve que c'est un peu plus réfléchi, mais c'est beaucoup plus intensif. Allez, on va passer au basket. Il est arrivé, pile à l'heure, l'adrénaline de la compétition lui manquait, donc il s'est mis un petit coup de stress. Bonsoir Ludovic Pouillard. Bonsoir. Pilote presque aussi rapide que Sébastien Loeb, donc, et entraîneur de Gris Sommerhofen en basket. Vous venez de terminer votre saison, c'était lundi dernier, après une folle saison. Regardez d'ailleurs ces images, c'était lundi dernier, lors du dernier match de la saison. Il y avait des larmes sur le parquet, celle de votre intérieur Gilles Noël. Il y avait beaucoup d'émotions, beaucoup d'applaudissements aussi du public après ce match perdu à domicile contre Rouen, qui vous éliminait en demi-finale du championnat des playoffs de Pro B. Il y a eu beaucoup de déceptions, il y a eu beaucoup d'émotions ce soir-là. Qu'est-ce qu'il en reste une semaine après c'est toujours douloureux. Ouais, toujours. J'ai même pas pu regarder la finale hier d'ailleurs. Je pense que je ne les regarderai pas non plus. Mais beaucoup de frustration, c'est ce que j'avais dit après le match. De la colère aussi en soi, mais voilà. Pourquoi de la colère ? Bon, pour X raisons. Je pense qu'on n'est pas respecté comme on aurait dû être respecté sur des demi-finales. Et ensuite, après, en termes d'arbitrage, après, voilà, on était vraiment le petit poussé qui était à ce. Pire que le petit poussé, vous êtes le c'était pire. C'est vrai, c'était le pire. Donc, vous êtes les mecs qu'on n'a pas invités au départ. Ah ben surtout pas. On nous voyait plus en bas de tableau qu'en très haut comme ça, et en demi-finale du championnat Pro B. On l'a gagné cette place-là, et c'est vrai que quand on y est arrivé, on nous a fait un peu. On nous a fait comprendre que ça allait être compliqué, les demi-finales. Après, voilà, il y a ça, il y a aussi quelques prestations individuelles de certains joueurs qui n'ont peut-être pas répondu comme ils répondaient d'habitude. Donc, ça engendre forcément de la frustration dans une fin de saison qui a été
malgré tout magique et belle, quoi. C'est ce que j'allais dire, parce que là, vous parlez comme si vous étiez déçus, mais c'était quand même une saison exceptionnelle. Je rappelle que vous êtes promu en Pro B, vous étiez le petit budget, vous étiez en N1 il y a la saison précédente, en N2 il y a 3 ans. 3 ans, ouais. Vous maintenez largement, vous avez été dans le top 5 quasiment toute une grosse partie de la saison, vous allez en play-off, vous passez les quarts de finale, vous allez en demi. Dans la quand on racontait comme ça, c'est. Raconter comme ça, c'est super. Ah ouais, c'est super beau, c'est super beau. Après, il y a toujours le petit côté compétiteur qui est en nous et je pense qu'on l'avait, ce côté compétiteur, même au sein de l'équipe. Et c'est aussi peut-être pour ça qu'on est déçu en fait en demi-finale, parce que du coup les 2 matchs contre Rouen, on les perd à une possession de balle en soi, donc c'est pas, on prend pas 2 fois 20 points, quoi. On perd à une possession, donc c'est pas les mêmes matchs le premier et le deuxième, donc c'est pas les mêmes défaites en soi, mais on les perd à une possession, donc c'est toujours rageant en fait et frustrant. Qu'est-ce qui a fait quand même que cette saison elle a quand même marché, on peut quand même dire ça. Non, c'est une super saison. C'est une alchimie qui se fait, c'est des joueurs. Ouais, alors là, ça a été. J'ai vu mon fils là sur la vidéo. Oui, ça a été quelque chose. Alors c'est marrant parce que la saison dernière, on avait battu les records en National 1 avec 3 défaites. Et là, 31 victoires. Et 31 victoires. Et c'est vrai. Et là, pour le coup, j'avais vraiment ressenti une vraie alchimie, des garçons qui étaient prêts. Là, c'était différent cette année. C'était, je pense, des garçons qui étaient aussi faits pour jouer dans ce profil de jeu-là, dans ce style de jeu-là. Voilà. Après, il y a eu des hauts et des bas pendant la saison. Le mois de janvier-février a été assez compliqué, mais comme vous l'avez dit, on n'est jamais sorti du top de la Pro B, notamment de ces places qualificatives en Pro B, en play-off. Et du coup, en fait, ça nous a quand même cultivé cette confiance. Et arrivé en Pro B, arrivé en play-off, voilà, avant, quand on est parti à Poitiers, le dernier match de la saison, on s'est dit, moi j'ai dit aux gars, j'aimerais bien jouer Vichy, parce qu'en fait, Vichy, 15 jours avant, nous avait mis 20 points chez eux, c'était notre plus grosse défaite. Et le côté compétiteur, encore une fois, voilà, j'avais dit, ça serait bien qu'on joue Vichy. Et le hasard, parce que ça s'est joué à la dernière seconde du match Vichy contre Rouen, parce que Vichy avait battu Rouen et reprenait le goal à virage. Le hasard a fait qu'en quart de finale, on a joué Vichy-Clermont. Et vous les avez sortis. On les avait sortis 2-0. Il y avait des doutes avant d'entamer cette saison en Pro, parce que vous étiez promu, vous étiez étiqueté petit poussé, et vous avez un jeu en plus complètement atypique que vous portez depuis quelques saisons, depuis longtemps. Un basket très rapide, ultra offensif, où ça tire tout le temps. Il y avait une forme de pari ou vous étiez entre guillemets sûr de votre coup? Pari, oui. Non, je dirais non, parce que le profil de jeu, l'identité de jeu, je voulais vraiment. L'amener de la N1 à la Pro B, d'essayer de la bonifier, de le bonifier, cette façon de jouer au basket. Et on l'a fait, on finit meilleure attaque de Pro B, l'équipe qui fait la plus grosse éval de Pro B. Donc c'est que quelque part ça peut fonctionner même sans forcément beaucoup de moyens financiers. Et du coup, en fait, tu pars en confiance dans ce que tu veux faire et dans ce que tu veux voir sur le terrain. Maintenant, tu te dis, est-ce que ça peut vivre en Pro B? Parce que, en fait, avant ça a été toujours le même jeu en Pro B et du coup, c'était une vraie incertitude par rapport à ça. Est-ce que ce basket-là, qui avait vécu en National 1, bien vécu, peut continuer à vivre en Pro B? On a eu la réponse à la fin de la saison. Vous restez avec nous, Ludovic Pouillard, on continue de parler de basket. À 3 contre 3 par contre, et en extérieur, du coup, Marine, c'était du côté de Saverne. Oui, c'est ça. Mais regardez tout de suite ces images. Ça se passait durant tout le week-end, d'abord le samedi pour les jeunes et dimanche pour les plus grands. Et avec beaucoup d'animation, là, on voit des filles qui font du breakdance. Il y avait également un concours aussi de tir à 3 points. Regardez ces images, beaucoup d'animation autour du tournoi. Un concours aussi, vous reconnaissez oui, il joue avec moi. Alors, excusez-moi de vous couper, mais mon fils a perdu en finale le samedi. On parle de la finale après. Regardez encore, profitez de ces magnifiques dunks qui étaient aussi avec ces joueurs présents là-bas durant la compétition. Mais vous me direz dans tout ça, où est le 3 contre 3 ? Eh bien, j'y viens. Ça se passait après toutes ces animations. Regardez ces images, c'est une discipline qui a émergé il y a une dizaine d'années, qui est, on peut le dire, un petit peu un dérivé du street basket. Ça se passe sur demi-terrain avec un seul panier.
en 2 fois 10 minutes de jeu ou alors en 21 points si l'une des deux équipes atteint ce score avant la fin du temps réglementaire. Les paniers valent 1 point à l'intérieur de l'arc de cercle qui est en blanc là sur l'image et 2 points à l'extérieur. Et puis après chaque situation de ballon mort, donc sortie de balle, faute, marché, etc., il faut faire la remise en jeu à l'extérieur de la ligne et checker le ballon avec son coéquipier. Enfin voilà, c'est quand même assez différent du 5 contre 5. Écoutez justement les joueurs à ce sujet. C'est beaucoup plus intense parce qu'on est constamment en train de prendre le rebond, sortir la balle rapidement pour rejouer très vite derrière. C'est plus espacé, même si c'est que sur demi-terrain. On a plus l'opportunité de s'exprimer et même ça joue beaucoup plus vite. C'est un style de jeu un peu plus adapté à mon style de jeu à moi. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup faire du 3-3 chaque été. On a beaucoup plus d'espace, il faut que le cardio y suive. Donc il faut qu'on arrive à enchaîner plus vite les actions parce que les possessions c'est beaucoup plus court, c'est divisé par 2. Donc il faut qu'on arrive à faire des changements réguliers mais aussi à savoir gérer le cardio de chacune pour pouvoir utiliser nos qualités au maximum. Alors il y en a un en particulier qui a une drôle de raison d'aimer le 3 contre 3, écoutez-le. On est plus libre, il n'y a pas de coach pour nous embrouiller si on fait des conneries. Et voilà, c'est ça qui est cool. Ludovic Pouillard, vous validez, vous n'étiez pas là-bas, j'imagine, du coup. Non, j'étais pas là-bas. Non, j'étais pas là-bas. Vos joueurs y étaient, puisque Gilles Noël, votre pivot qu'on a vu en larmes après le match de lundi, Romain Hilotte et Noé Schott ont gagné d'ailleurs Ils ont gagné, alors je suis content pour eux, et mon fils avait perdu la veille en finale. Donc voilà, ça compense. Et qu'est-ce que vous pensez de cette discipline? Ça peut être un complément du basket classique en 5 contre 5? Ah bah oui, carrément. Et puis, alors, si je me trompe pas, je crois que ça va faire son apparition au prochain JO, il me semble. Tout à fait. Donc c'est ça va être même une discipline à part entière. Il y a maintenant une équipe de France, 3 contre 3. Donc ça en devient une discipline à part entière. J'ai vu qu'ils se préparaient même à l'INSEP, l'équipe de France de 3 contre 3. Donc voilà, c'est un autre basket. C'est un basket un peu plus... Même si je trouve que maintenant le basket européen, je dirais, est de plus en plus spectaculaire. Mais là, c'est le show, quoi. C'est le spectacle, c'est le 1 contre 1, c'est... tout ce que j'aime pas finalement quand j'arrive en club. Vous ne faire entraîneur d'une équipe de 3 contre 3? Non, je pense que je serais trop rigide avec les joueurs. Vous avez vu, les joueurs, ils veulent pas de coach. Non, ils n'en veulent pas. Vous restez avec nous, Ludovic Pouillard. On termine évidemment par parler basket, mais Marine nous emmène côté vestiaire cette fois-ci. Ça s'appelle Dans le vestiaire. Alors pour rappel, vous étiez notre invité en début de saison, vous étiez à l'heure à l'époque, en début octobre. Je vous propose de regarder ce petit extrait, on en parle après. On va essayer de se programmer pour se maintenir en Pro B, ce qui serait déjà, je pense, un exploit pour un village de 2800 habitants, rester en Pro B encore la saison prochaine. Vous parliez d'un exploit, vous pensiez que c'était possible? Vous avez réalisé un exploit? Ouais, vous l'avez fait. Ah, vous m'avez eu les images, ça ne ment jamais. Non, c'est vrai que en début d'année, effectivement, on est parti avec le plus petit budget, la plus petite masse salariale, même je pense peut-être jamais vu dans cette division-là. Et on s'était dit déjà d'y rester, ça serait super beau. Alors oui, on a fait une belle saison, on va s'en rendre compte, je pense, dans 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Je pense qu'on a fait un exploit. Il ne me semble pas qu'une équipe promue ait joué les playoffs dans le passé, en Pro B. Donc je suis vraiment content pour le club, pour ce village, pour les dirigeants, pour le président qui œuvre tellement à côté et qu'on ne voit pas forcément œuvrer, les bénévoles et tout ça. On a su leur rendre, j'espère, du plaisir pendant l'année. On va essayer de continuer. Tout le monde, en tout cas, rêverait d'avoir votre secret, en tout cas pour faire une saison comme celle-ci. Ça s'explique peut-être par ça, regardez. Les gens qui me connaissent bien, ils vont dire que je suis trop superstitieux. Je vais toujours mettre le même t-shirt, les mêmes chaussettes. Enfin voilà, je mange toujours à la même heure. Je suis trop superstitieux en fait. Donc ça, votre secret? Ça n'a pas marché, j'avais pas changé pour les demi-finales entre les quarts et les demi et j'ai perdu, donc on a perdu. Donc, ça marche pas à tous les coups. Ça marche pas à tous les coups, voilà. Un tout dernier aller pour la route, Marine. On vous taquinait beaucoup en début de saison, les joueurs vous taquinaient beaucoup sur ça, regardez.
Mon accent anglais peut-être. Ils disent que je parle anglais avec un accent serbe ou russe, donc voilà, mais ils le disent quand je suis pas fâché en fait, ils me le disent après. Rapidement, vous avez progressé en une saison sur Mais les joueurs, ils ont même pensé à moi, ils m'ont acheté l'anglais pour les nuls en guise de cadeau de Noël. Donc ils ont fait 15 tours de terrain déjà pour commencer. Donc j'espère avoir progressé, notamment dans l'accent, mais bon. Mais sur le basket, en tout cas, ça s'est bien passé. Oui, en général, ils me comprennent, donc ça va, c'est que tout se passe bien. Merci beaucoup, Ludovic Poulard. On suivra bien sûr la suite des aventures de Gris en Pro B. Ce sera la saison prochaine pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup, Marine. Pardon, on se retrouve lundi prochain. On a un peu couru aujourd'hui, tout va bien. Merci à toutes et à tous. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de 24 heures en Alsace. Excellente soirée à toutes et à tous. Salut. Croustiller de plaisir devant grains de sel avec nos galettes de pommes de terre fraîches Träter Schneider. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est bien ici. C'est super calme, même les petits canards derrière, les oiseaux. C'est ça l'objectif, d'être déconnecté. C'est un peu ce qu'on a cherché à l'époque quand on voulait ouvrir un restaurant en famille. On cherchait toujours un endroit pas trop loin de Strasbourg, on se sentait bien. Et je pense qu'on est pas loin du paradis, on va dire ça. Alors l'histoire de l'auberge, c'est quoi ici? C'était une guinguette où les gens venaient en barque, en vélo, venaient passer du bon temps. Et ça a été racheté par un boucher qui cherchait un atelier. Et quand il a vu le potentiel qu'il y avait, il a créé un restaurant. Et donc au fur et à mesure, les propriétaires sont succédés pour au final arriver à nous en 2012, en octobre. La famille Kuhn. Exactement, la famille Kuhn. Alors ici, on peut s'arrêter en bateau, tranquille, et venir manger. Ouais, c'est ça, c'était le but un peu qu'on perpétue un peu cette tradition, les gens qui venaient en barque, en vélo, et on s'en sort pas trop mal. Ouais. C'est une vraie histoire de famille. C'était le but, ce que tout, je pense, père espère un jour, quand on fait quelque chose, que derrière ça suive un peu. Ouais. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, j'essaye un peu de laisser le gouvernail aux enfants. Et tu y arrives? Oui, j'y arrive, de plus en plus. Et pour la partie cuisine, Thibaut, on mange quoi à l'auberge? On fait du traditionnel. On fait une cuisine ce que j'appelle d'auberge, c'est-à-dire un peu comme mon grand-père faisait à l'époque. Beaucoup de viande en sauce, de bouche à la reine. On fait des viandes maturées aussi. D'accord. On fait vraiment un peu travailler quelque chose de local, on essaie un maximum de local et vraiment s'inspirer des têtes de veau, des pieds de porc panés, etc. Vraiment quelque chose, voilà. C'est pas le bistronomique, c'est vraiment le traditionnel, quoi. C'est de chez nous. Parce que j'ai souvenir, comme dit, de mon grand-père dans la cuisine, qui fait ces bons petits plats, bar restaurant, voilà, avec les bons trucs. Et convivial, parce que c'est juste la convivialité. Et voilà, et quand les gens ils me disent ouais, ça me rappelle les plats de ma grand-mère, des trucs comme ça, je suis super content. Même des anciens qui me disent ouais, ça me rappelle les plats de mes arrière-grands-parents, voilà, c'est super bien, quoi. On va en cuisine maintenant? Allez, c'est parti. On va manger quoi? Un tartare de thon, sympa. À tout à l'heure, garçon. À tout. Alors on va faire un tartare de thon. Ouais. Thon albacore, pas les thons rouges. Parce que le thon rouge, c'est une espèce un peu protégée, c'est important, c'est assez cher. Là, c'est quelque chose que les gens peuvent reconstituer chez eux. En plus, avec moutarde à l'or, donc quelque chose de local. Wasabi. Wasabi. Et voilà, comme tu sais que ça me tient à cœur de faire des trucs japonais, etc., tout ce qui est un peu asiatique. Je me suis dit, on part là-dessus, quelque chose de frais, quelque chose de sympa. Super. C'est parti. On y va? Allez, la moutarde, wasabi. C'est pas fort. On va mettre notre jaune d'œuf. Donc là, un peu d'huile de colza. Colza, plus sympa. Au cas où il y a des gens qui sont allergiques aussi. Tu pouvais aller un petit peu plus vite, ça nous arrangerait quoi. Ouais, bah oui, écoute, heureusement que j'ai pas 1 kilo à faire. Et voilà. Elle est prête. C'est beau, hein? Ouais, c'est joli, ça fait une jolie couleur. Donc là, maintenant, on va couper le thon. On va faire des petits dés de thon en fait. Donc ça, comme dit, hein, les gens ils peuvent faire chez eux avec ce qu'ils veulent, du saumon, etc. Donc là, on a pris de la sauce soja, tout simplement. Hein. On va la faire réduire, en fait, on va faire un peu sirupeux comme ça. Ouais. On va mettre une petite touche sur l'assiette pour apporter un peu de sucré salé, en fait. D'accord. Donc on va le mettre tout simplement là. On va laisser un peu réduire. En même temps, on va mettre les graines de sésame à torréfier. J'ai pris de l'huile d'olive de Kalamata. C'est une huile de ultra haute qualité, en fait. On utilise ça dans les étoiles, etc. C'est vraiment une huile qui est top. Donc on va mettre un petit peu de ça. Du poivre de Timut aussi. On a fait des petits pickles en fait de choux. On a mis un peu de colorant alimentaire, donc c'est à base de menthe, pas de soucis, pas de problème d'allergie ou quoi. Du vinaigre blanc, du sucre, de l'eau et du sel. Et voilà, quelques baies de genièvre, un peu de badiane et on est parti.
Voilà, un petit trait. Donc on va bien passer ça. Ensuite, on va mettre les petites pointes de wasabi, donc le wasabi qu'on a mis en poche avec une petite bouille. Donc on va mettre des petites points comme ça. Voilà, on va mettre nos petits pickles. Donc j'ai pris un petit avocat pour la déco. On va mettre un petit peu de pavot comme ça fait une petite déco sympa. On va mettre un petit pickles vert. Voilà, des germes de poireaux, des germes de betterave, on peut mettre un peu de rouge. On a le sésame qui est un peu torréfié et la petite fleur de lavande. Maintenant on va déguster ça. À fond. Allez hop, je te suis. C'est parti. Cuisiner créatif avec Traiteur Schneider, spécialité alsacienne fraîche, à retrouver dans votre magasin habituel.